Bienvenue sur le plateau de Lyon Politique. Ravi de vous retrouver après nos débats présidentiels et avant les débats législatifs pour décrypter l'actualité politique locale avec moi aujourd'hui. L'ancien élu lyonnais Romain Blachier. Bonjour Romain. Bonjour. Le chercheur associé chez Triangle, Romain Mels. Bonjour Romain. Bonjour Alexis. Et enfin mon confrère Raphaël Ruffy-Fossoul. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Allez, obligé d'imposer, c'est nos thèmes, obligé d'imposer de nouvelles figures dans le Rhône. La France insoumise peut-elle saboter les chances de la gauche? Faut-il craindre des dommages collatéraux dans les majorités de la ville et de la métropole? Malgré son score solide à la présidentielle, Emmanuel Macron peut-il rêver d'une majorité de députés dans le Rhône? Et puis la droite et l'extrême droite peuvent-elles exister dans ce duel annoncé Macron-Mélenchon? On ne va pas vous cacher que cette campagne présidentielle a été un peu triste et morose à Lyon et qu'on semble plutôt bien parti pour vivre des législatives pas piquées des hannetons. Fort de ces scores importants acquis à Lyon et dans différentes communes de la métropole, Jean-Luc Mélenchon s'est logiquement dit qu'il y avait la possibilité d'obtenir un nombre important, non négligeable de députés sur les 14 circonscriptions que compte notre département. Le problème, c'est que depuis le départ d'Andréa Cotarac chez Marine Le Pen, l'arrêt de la carrière politique d'Eliott Aubin, eh bien la France insoumise n'avait pas de leader, de figure incontestée ici à Lyon. On a donc droit à deux parachutages médiatisé, Gabriel Amar, le gendre de Jean-Luc Mélenchon qui est à Villeurbanne, et Taha Bouhafs, le journaliste militant dans la 14e Circo. Raphaël, l'absence d'implantation pour une législative, est-ce que c'est dommageable ou finalement c'est plus l'étiquette qui compte? C'est un peu tôt pour répondre, parce qu'avant ça, il y aura une campagne. Et pour l'instant, elle n'a absolument pas démarré, on n'a pas les ingrédients. Et moi, je pense celui qui peut s'aborder vraiment les chances de la gauche, ça va être Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'il va dire demain? Qu'est-ce qu'il va dire dimanche à France Inter quand il sera interrogé sur l'Europe? Est-ce qu'il va reprendre tout le discours qu'il a tenu depuis le référendum sur la Constitution européenne et puis tout ce qu'il a tenu dans cette campagne? Et dans ce cas-là, il va y avoir un vrai souci du côté d'Europe Écologie Les Verts, du côté du Parti Socialiste, parce que c'est un programme qui est en rupture avec l'Union Européenne. Ou est-ce qu'il va reprendre à son compte ce que les écologistes disent avoir obtenu dans l'accord? On restera dans l'Union Européenne, on soutiendra l'euro, on désobéira, mais en respectant bien les traités, ce qui fait qu'en fait, on va pousser vers plus d'intégration et pas vers une désintégration de l'Europe. En fonction de ce qu'il va dire là-dessus, ça donnera une coloration quand même très différente à la campagne. Une fois qu'on aura ces éléments-là, on pourra analyser l'implantation de chacun. Évidemment que ça peut compter une implantation, mais on a vu que la dernière fois, quand il y a une grosse vague, c'est plus l'implantation qui compte, c'est l'étiquette. Romain Blachier, est-ce que ce soit par rapport aux personnalités des candidats qui sont investis par la NUPES ou sur les enjeux programmatiques, est-ce que vous trouvez que la NUPES forme une alliance naturelle? Alors, la NUPES, c'est une alliance électorale. C'est pas tant que ça une alliance programmatique. Si vous regardez un certain nombre de choses, notamment sur ce qui peut être proposé au niveau de l'Europe, oui, il y a effectivement des choses sur lesquelles ils ont réussi un petit peu à converger. Il commence à y avoir un début de convergence. Par exemple, sur un sujet qui m'est très cher, qui est l'Ukraine, Jean-Luc Mélenchon, il a commencé à dire que finalement, il faut peut-être aider l'Ukraine à s'armer. Il a un peu évolué sur le sujet. On va voir jusqu'où il évolue effectivement. Mais ils ont effectivement acté beaucoup de désaccords programmatiques. Moi, j'en parlais l'autre jour avec Fanny Dubo, en lui demandant mais comment vous allez faire sur l'Europe? Qui est la maire écologiste du 7e. La maire écologiste, effectivement, du 7e, qui expliquait on a acté un désaccord sur l'Europe, mais on va essayer de faire bouger Mélenchon là-dessus. Alors, je ne sais pas si on fait bouger Mélenchon sur ses positions, mais effectivement, on commence à avoir ce début-là sur l'Ukraine. Est-ce que ça va se persister? Est-ce qu'il va revenir là-dessus? C'est vrai qu'on est sur des formations qui ont des ADN qui sont très, très différents à certains moments. On a les Verts d'un côté, qui effectivement sont anti-nucléaires, ça je l'apprends à personne ici. Les communistes qui, eux, par contre, pour eux, l'atome, c'est à peu près tout dans leur vie. Et d'autres, effectivement, sur la question européenne, où il y a un certain nombre de clivages. Mais on a aussi noté que ces clivages commencent à être mis beaucoup sur le boisseau, à la fois pendant les négociations, parce qu'effectivement, il a été peu question de l'Ukraine et peu question de l'Europe, ce qui est quand même un comble pour des partis de gauche. La gauche, elle a quand même un ADN internationaliste. Mettre les questions internationales quand vous êtes la gauche sous le boisseau, c'est quand même problématique. Et puis, il y a quand même des choses où on voit, donc, je vous ai parlé de ce mouvement de Jean-Luc Mélenchon, mais on a aussi vu Raphaël Glucksmann hier expliquer qu'il avait des divergences immenses. Raphaël Glucksmann, il a passé quand même les derniers mois à insulter Jean-Luc Mélenchon, à expliquer, ou même pas qu'à insulter, mais effectivement à expliquer ces contradictions qui sont réelles sur l'Ukraine, l'Europe, la Chine et un certain nombre de sujets. Mais il y va quand même en se disant, l'alliance de gauche, c'est plus important que l'internationalisme. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a eu des garanties sur les questions internationales? Quand on sait la place que prend l'international pour Glucksmann,
Il va falloir voir ce que ça donne effectivement pendant la campagne. La principale garantie qu'ils ont, c'est que Emmanuel Macron a été élu président de la République. Oui. C'est quand même un argument qui est ressorti régulièrement. Oui, c'est vrai, c'est le devoir dire... comment on appelle ça, le champ de compétences. Le domaine réservé. Domaine réservé, oui, qui n'existe pas vraiment dans la Constitution, mais bon, en tout cas, c'est ce qui fait dire à beaucoup de forces de gauche, c'est pas si grave, Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ce sera Emmanuel Macron le président. C'est pas un comble. Il y a aussi le dossier de l'économie. On va dire que quand même, ces partis de gauche, le gouvernement, assumait une capacité gestionnaire aussi, une capacité à mesurer les déficits, etc. Là, ils ont complètement renoncé pour s'aligner sur les positions de LFI. Le sentiment que ça donne quand même, c'est qu'ils ne croient pas beaucoup à leur victoire. Ils y croient quand même un petit peu, parce que sinon ils ne feraient pas cet accord qui est effectivement un peu de la carpe et du lapin. L'idée quand même, c'est de se dire qu'ils savent que s'ils ne font pas l'accord, ils vont avoir énormément de mal à dépasser le premier tour, quoi. Et 12,5% des inscrits, si vous devez... Ils font l'accord pour avoir des députés, pour avoir des groupes, pour sauver des groupes à l'Assemblée nationale, parce que sans accord, effectivement, ils étaient très mal embarqués, mais ils n'ont pas l'air de croire fondamentalement qu'ils peuvent gagner. Après, c'est Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, qui a une partie de la réponse, parce que s'il fait un virage, en fait, dans cette campagne, vers une gauche de gouvernement, peut-être que là, il peut s'enclencher quelque chose. Romain, vous, ce qui vous a marqué pour revenir au niveau local, c'est que les écologistes ont réussi à conserver 3 des 4 circonscriptions de Lyon. Qu'est-ce que ça traduit, selon vous ? Ah oui, là, on voit... à mon avis, ce que ça traduit, c'est un peu quand même cette histoire de qui est dans la négociation. Et on voit très bien que ça pèse lourd. Quand vous avez un négociateur qui est de l'Indre-et-Loire, il y a une circo du PS qui est pour l'Indre-et-Loire. Et là, vous aviez Bruno Bernard qui était dans la négo, qui était quand même élevé, la première négo. Et on voit bien que Bruno Bernard, il sait faire ce genre de choses. Qu'il a fait ça pendant très longtemps. Et qu'à la fin, il sort 3 circonscriptions. Mais ça veut dire aussi que je pense que les France Insoumise savaient qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire à Lyon. Et qu'ils avaient drôlement intérêt à céder des circonscriptions qui allaient de toute façon avoir un prix important pour les Verts et qui pour eux avaient peu de valeur parce que comme vous l'avez dit, ils n'avaient pas grand monde, ils n'avaient pas de locaux à récompenser. Donc pour vous, les écologistes simplement sauvent les meubles en ayant 3 circonscriptions qui ne sont pas gagnables? Ah non, je ne pense pas elles n'étaient pas gagnables pour la France Insoumise et elles sont un peu plus gagnables pour les Verts. Donc Pourtant, Yannick Jadot a fait un score plus bas que celui de Jean-Luc Mélenchon à Lyon. Oui, mais la sociologie profonde. Il ne vous a pas échappé que Grégory Doucet et Bruno Bernard avaient fait un soutien modéré à Yannick Jadot pendant sa campagne, entre modéré et faible, ou entre faible et faiblissime. Enfin, on était proche de l'epsilon en soutien. Et ça va se passer très différemment quand ça sera leur candidat. Très bien, alors je vous propose de passer à notre deuxième thème qui est dans la continuité de celui-là. On a vu que les socialistes et les communistes étaient outrés par l'issue de l'accord avec la France Insoumise, par le nombre de circonscriptions dans le Rhône qui leur sont laissées, mais aussi par les profils, donc je l'ai cité tout à l'heure, Taha Bouafs, Gabriel Amar. Les écologistes, eux, font le dos rond. Est-ce que la majorité de Grégory Doucet et de Bruno Bernard, que ce soit donc à la ville et à la métropole de Lyon, qui était un peu une NUPES avant l'heure, peuvent survivre à tout cela, à ces défections, ces candidatures qui se maintiennent? Romain? Alors déjà, depuis 2001, même si effectivement il y a eu des changements à l'intérieur des majorités depuis, c'est toujours des majorités qui ressemblent à la NUPES quelque part, même si des fois, effectivement, le maire évolue. C'est plutôt PS, plutôt NU. Oui, voilà, c'est ça. Mais sinon, effectivement, depuis 2001, vous avez une majorité écolo, socialiste, etc., etc. Bon, après, des fois, certains quittent le Parti socialiste pour aller à la REM, mais globalement, c'est à peu près ce genre de majorité qui gagne. Et c'est un peu ce qu'on voit. Les majorités qui gagnent, elles intègrent aussi le centre-gauche, le centre-droit. alors, Depuis 2001, à Lyon comme ailleurs. Non, mais il y a aussi du PC quand même. Oui, mais justement, il y avait du PC jusqu'au dernier mandat de Gérard Collomb. Voilà, c'est ça. Refusé d'y aller. Ouais. Mais je veux dire, globalement, vous aviez de la NUPES, plus effectivement une part variable de centre-droit qui était croissante à un moment, qui maintenant n'existe plus. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez fréquent. Ce qui est assez intéressant dans la majorité municipale, c'est la position de la représentante socialiste, Sandrine Runel, qui a expliqué que c'était inenvisageable de faire alliance avec des écolos, des communistes et de la France Insoumise, alors que c'est un peu ce qu'elle pratique elle-même au sein de... Voilà, après, bon, ça lui permet d'être élue de faire comme ça, mais il y a eu effectivement une guerre de courants, parce qu'effectivement, vous avez 2 courants au sein de la fédération socialiste comme au niveau national,
Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui a amené Cédric Van Stevendel, qui pourtant s'est fait avoir un peu dans l'accord. Il avait une candidate, Christina Martineau, Villeurbanne. relativement légitime, effectivement, qu'il ait la circonscription de Villeurbanne. Il ne l'a pas eu, mais il s'est quand même rangé derrière l'Union, parce qu'effectivement, il fait partie de la majorité d'Olivier Faure là-dessus. Les 2 circos obtenus par les socialistes, c'est d'ailleurs beaucoup en quantité au niveau du Rhône. Il y a 2 circonscriptions pour les socialistes, alors qu'il n'y en a que 70 en France, ce qui est quand même beaucoup. Mais ces 2 circos qui sont absolument ingagnables de manière générale, c'est clair. Donc voilà. Après, il faut noter aussi également qu'il y a eu relativement peu de remous quand même, à part Sandrine Brunel, dans la majorité de Grégory Doucet. Ça, c'est chez Grégory Doucet, mais À la métropole, il y a forcément une réaction de Picard, parce qu'effectivement, vous l'avez souligné, le négociateur, c'était Bruno Bernard. Michel Picard, c'est quand même la vice-présidente de Bruno Bernard. Michel Picard, donc maire communiste de Vénissieux, qui voulait être candidate dans cette circonscription et qui va être supplantée par Atta Abouaf, qui est de la France Insoumise. Voilà. Donc il y a Michel Picard qui est vice-présidente, il y a aussi Hélène Geoffroy qui est vice-présidente de la métropole. Ah oui, qui râle aussi. Cédric Van Stevendel, bon, il est un peu pris entre tous les feux. Mais Non, il a dit Non, non, accepté l'accord. voilà, il a dit qu'il acceptait l'accord. mais il y a tous les militants derrière qui lui font. Oui, enfin, les militants, ça fait quand même 8. Ah, Villeurbanne, Villeurbanne, ils c'est un peu plus. peut-être Ah non, l'endroit mais où il en c'est reste. les 8, c'est ceux qui sont à Villeurbanne. Ouais, ils ont une centaine de militants encore à Une Villeurbanne. centaine. Ouais, c'est ce qu'ils annoncent. Ah, pardon. Raphaël, pour vous, il n'y a Oui, pas de c'est souci que- dans c'est que- les semaines à venir? Ça risque pas de bouger un peu? Alors, ça dépend où. À Lyon, effectivement, je n'ai pas l'impression que les majorités politiques de la métropole ou de la ville de Lyon soient en danger par cet accord, parce que de toute façon, les rapports de force sont établis pour la durée du mandat, ils ne changent pas. Et LFI n'a pas d'implantation locale, très peu d'élus, très peu de militants. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas le risque d'aller à Lyon non plus, hein, parce qu'un Atta Abouaf dans le 4e arrondissement, je pense que là, un candidat écolo était en capacité, même en dissidence d'un accord national, d'aller le battre. Donc effectivement, c'était plus prudent d'aller chercher effectivement à Villeurbanne ou dans la 14e des circonscriptions qui sont largement gagnables pour la gauche et où l'implantation locale peut compter moins. Il faut voir les profils d'ailleurs d'Europe Écologie dans Lyon. C'est souvent des profils qui sont déjà en lien avec la majorité municipale. Par exemple, Madame Garin dans la 3e, elle est chef de cabinet Dans le 5e arrondissement. Il y en a d'autres. Enfin voilà, il y a déjà une intégration très forte de ces candidats dans la majorité municipale. C'est aussi une déclinaison de ce genre de rapport de force dans la ville-centre. Par contre, c'est des rapports de force qui n'ont pas été traduits dans les villes de banlieue comme Villeurbanne et Vénissieux. On verra les conséquences plutôt en 2026, quand on s'approchera des prochaines municipales, si les rapports de force évoluent. Mais c'est même pas sûr, parce qu'on voit bien que LFI comme LREM sont des partis qui sont performants au niveau national, Comme le RN. qui ne le sont pas du tout au niveau local, donc c'est pas du tout sûr que ça change ces rapports de force. Et Donc je vois pas... Déjà en juin, imaginons que Michel Picard se maintienne dans la 14e circonscription et empêche la victoire de Atta Abouaf. Comment seront les relations à la métropole de Lyon avec Aucun les élus problème. communistes? Aucun problème. Aucun problème, mais LFI ne pèse rien dans la majorité de la métropole. Donc mais même on parle si ces NUPES. électeurs... Mais même leur chef de file, elle est même pas vraiment à LFI. Enfin, même Nathalie Perrin-Gilbert, qui est quand même une des rares figures un peu de ce bloc-là, elle est même pas membre de LFI. Et elle n'avait pas appelé, Mélenchon. elle a pas appelé à voter pour. Elle dit qu'elle appelle pas à voter. premier tour. C'est presque à se demander si, pour la majorité de Bruno Bernard, il vaut mieux pas ce scénario-là, parce que ce seront des remous qui seront plus faciles à gérer. On réintègre le dissident qui a gagné. Vous savez, réintégrer le dissident, c'est pas un problème quand il a gagné. Atta Abouaf à Vaux-en-Velin, et c'est un candidat qui... Vénissieux. à Vénissieux, pardon, oui, c'est un candidat qui est assez polémique, qui passe quand même assez mal au niveau local auprès des autres forces de gauche. Ça, la campagne peut laisser des traces. Et ça peut être le marqueur de quelque chose. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'LFI a envoyé des gens qui sont des personnalités avant tout nationales, qu'on voit peu d'ailleurs dans les médias locaux pour l'instant, et ils ne répondent pas à nos On invitations. voit peu sur les territoires aussi. Je ne suis pas sûr que Atta Abouaf s'est encore mis les pieds à Vénissieux. Ils attendent encore pour faire campagne. Pour l'instant, en tout cas, on verra s'ils sont plus présents pendant la campagne. Mais en tout cas, on voit bien qu'ils ont surtout une audience nationale et qu'ils ne sont pas dans une recherche d'implantation locale. Donc, ils ne sont pas en train d'aller chercher la mairie de Vénissieux, la mairie de Vaux-en-Velin, la mairie de Villeurbanne. C'est aussi ça qui a facilité sans doute l'accord avec ces forces de gauche. Mais la 14e, elle va être passionnante, parce qu'effectivement, il y a Picard, il y a Bouaf, vous avez Lotfi Ben Khalifa qui veut partir aussi peut-être en dissidence du PS, vous avez Zemmour qui a parachuté aussi. Bruno quelqu'un, Attal, qui est Bruno Attal. policier. Ça va être le cirque Pinder, quoi. Romain, pour conclure sur ce sujet? Oui, enfin, il y a pas vraiment. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir qu'effectivement, mais est-ce que c'est un hasard ces deux circonscriptions, la 6 et la 14, est-ce que c'est un hasard que LFI parachute deux personnalités clivantes, parce que j'imagine que les autres régions de France aussi aimeraient avoir leur LFI star.
pour qu'on s'occupe d'eux là un peu. Non, je pense que c'est l'inverse, c'est qu'il les parachute à ces endroits-là parce que c'est des circonscriptions qui sont identifiées comme vraiment gagnables, Voilà, c'est ça. où des circonscriptions qui peuvent supporter des personnalités nationales qui vont parachuter. À Villeurbanne, ça peut être intéressant Villeurbanne, mais avec Van Sivendel qui soutient l'accord, il est quand même dans une situation relativement favorable. Il faudra voir ce que fait LREM s'ils investissent. Moi, c'est pas la même s'ils investissent Emmanuel Aziza ou s'ils investissent Loïc Chabrier. Loïc Chabrier, qui est l'ancien adjoint à la culture, PS, qui passe quand même assez bien auprès des militants PS, pour qui ce serait quand même un traumatisme de ne pas avoir de candidat qui leur ressemble. Donc on peut tout à fait imaginer qu'il se passe quelque chose là. Mais bon, on va penser que c'est quand même plus largement favorable et que C'est vrai. pour LFI. Et alors, simplement pour terminer, et on va extrapoler, mais que ce soit Gabriel Amar à Villeurbanne ou Taha Bouafsa à Vénissieux, dans la 14e Circo, s'ils gagnent, demain, est-ce qu'ils seront députés du Rhône ou est-ce qu'ils seront députés de la Nation à Paris ? Ah, je crois qu'ils seront surtout députés de la Nation. Hein. Ils sont pas. Enfin, ça fait partie des questions qu'on aimerait leur poser s'ils acceptent quand ils seront là. Non, mais c'est parce que est-ce qu'ils seront dans une logique d'implantation locale ? On voit que les députés LFI n'ont pas tous été ceux qui ont été élus la dernière fois, n'ont pas tous été dans une logique d'implantation locale. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même à Marseille, a vraiment été en national. Il n'est pas sûr de retourner à Marseille. Et ceux dont on a parlé, globalement, c'est des députés. Enfin, ceux qui ont fait de l'implantation locale, c'est ceux des députés France Insoumise dont on a le moins parlé. Des gens comme Bénédicte Taurine, par exemple. Voilà, c'est les quelques rares députés LFI qui ont fait ça. D'ailleurs, même, je ne sais plus son nom, mais il y a une autre députée LFI qui, elle, effectivement, a surtout fait du local et n'a même pas retrouvé sa circonscription. Très bien. Allez, on poursuit sur ces législatives. On était à gauche, on fait une halte chez Emmanuel Macron et La République En Marche, prochainement Renaissance. Président de la République qui était arrivé en tête dans les 59 communes de la métropole de Lyon au second tour de la présidentielle. En 2017, il raflait 12 des 14 circonscriptions du Rhône. Est-ce qu'on peut l'imaginer récidiver ou à minima limiter la casse ? Alors 12, ça paraît assez improbable, mais encore une fois, la campagne n'a pas commencé. Pour l'instant, le focus est sur la gauche parce que c'est là qu'il s'est passé quelque chose qui est quand même historique à gauche. C'est-à-dire que ça aura des conséquences à long terme. Mais maintenant, Emmanuel Macron a aussi les moyens de reprendre la main sur la campagne. Il va nommer un nouveau gouvernement. Je pense qu'il va faire une campagne très européenne pour le coup. Qu'il est du coup en capacité d'aller convaincre une bonne partie de l'électorat centre-gauche qui a pu voter utile pour Mélenchon en voulant éviter Marine Le Pen. Donc on verra en fonction de comment Emmanuel Macron fait sa campagne, s'il arrive à recréer les conditions d'une vague. Pour moi, c'est pas impossible. Tout le monde dit que forcément, il n'y aura plus de vagues, etc., que ce sera beaucoup plus difficile. Pour moi, ce n'est pas du tout impossible. Il y a un temps de campagne qui existe, il est plutôt en situation favorable. Marine Le Pen est à 40%. Une bonne partie des électeurs peuvent avoir envie de légitimer le président pour lui permettre de sortir la France quand même d'une situation qui est compliquée. Donc en fonction de ça, ça se déclinera localement. Parce qu'après, c'est vrai que si on regarde la réalité électorale, stricto sensu, sur les 12 députés, s'ils arrivent effectivement à en garder autour de 7, ce serait déjà pas mal, parce qu'il y en a quand même plusieurs positions qui sont menacées. On a parlé de Villeurbanne avec effectivement avec LFI. On a parlé la deuxième, qui était celle d'Hubert Laferrière, qui est déjà passée chez Génération Écologie. Elle est quand même pas si facile que ça à regagner. On n'a pas parlé de la troisième, où Jean-Louis Touraine ne se représente plus, et Sarah Payon. Les écolos espèrent beaucoup sur cette circonscription. C'est pas gagné d'avance, hein. Mais on voit déjà qu'il y en a trois. Il y a évidemment la 14e. On n'est pas sûr que Yves Blin se représente. Elle n'est pas favorable. On a parlé de la 7e avec Anissa Keder, où peut-être Albert Lévy parachuté pour LFI là-bas. Je ne suis pas sûr que ce soit le candidat qui crée la surprise, mais c'est plutôt sur la droite avec un Alexandre Vassandet. On voit déjà qu'il y en a 5 au moins, et sans doute un peu plus, qui sont en grand danger. Et puis il y avoir une possibilité de gain. De gain ? Oui, il peut y avoir une possibilité de gain sur la circonscription. C'est la 8e ou la 7e ? La 8e. La 8e, moi je pense qu'elle peut être gagnable par la REM. Nathalie Serre. Celle de Nathalie Serre, elle est à mon avis gagnable par la REM. Je ne veux pas dire que c'est fait, mais c'est qui le candidat ? Il y a soit c'est un candidat MoDem, soit c'est le maire Horizon de... J'ai plus la... Il y avait Yves-Marie Ulrich qui voulait y aller. Ouais, mais c'est pas lui. Vous avez soit un candidat Horizon, soit un candidat MoDem. D'accord. J'ai plus les noms en tête. Et moi, enfin, en tout cas, ça me semble, au vu des scores d'Emmanuel Macron, au vu de l'évolution de son élection,
électorat Oui. relativement gagnable pour la REM. Alors, la 8e, vous la décrivez comme la circonscription d'Écully. Il y a Il y a Écully, Tarare, et puis mais après, voilà, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à ça monte. Tarare. Je sais, mais il y a Tarare dedans. Voilà, mais je pense que dans sa composition, elle est réellement gagnable. C'est l'ancienne circonscription de Patrice Verchères. Oui. Après, oui, tout à fait, Villeurbanne, ça va être difficile, même si effectivement la personnalité de Loïc Chabrier, effectivement, c'est quelqu'un de plutôt apprécié sur le terrain, donc il a la possibilité de faire un Sur bon... Villeurbanne, on n'a pas parlé de Christina Martineau, mais effectivement, les militants se sont réunis hier. Ils n'ont pas pris de décision encore. C'est pas sûr Oui, non, qu'ils mais n'y aillent pas Christina en a dit dissidence. qu'elle s'exprimait, mais le truc, c'est que également, quand même, Van Stevenel a soutenu l'accord. Donc ça va Oui, être, elle ne va pas y aller contre son maire. elle ne va pas aller contre son maire. Bon, elle aurait le soutien de son ancien maire, hein, Jean-Paul Oui, Brett. d'accord, mais On oui, sortir de sa retraite pour y aller. Oui, au jour le jour, c'est quand même votre maire jusqu'en 2026. Il faut faire attention à un truc, c'est qu'il y a quand même un fort renouvellement des populations, notamment à Lyon, à Villeurbanne et dans d'autres villes de l'approche couronne. Et globalement, la question des notabilités, c'est quand même quelque chose qui joue beaucoup moins qu'avant. Il y a quelques années, à Lyon, il fallait avoir telle famille ou telle famille. Ça, c'était le grand jeu de la droite, de mettre telle famille ou telle famille pour faire voter les gens pour sa liste. Là, ça fonctionne quand même de moins en moins. Le soutien d'un ancien maire, ça marche de moins en moins. Enfin voilà, il y a quand même des dynamiques nationales qui peuvent être relativement frustrantes, d'ailleurs pour les militants et pour les candidats. C'est-à-dire des fois, vous pouvez avoir des gens qui ont très bien fait le boulot et puis qui se retrouvent à se faire battre par des gens qui n'ont pas travaillé. Mais sur la question de la REM, effectivement, moi, la question de la 3e circonscription, effectivement, où ça va être... C'est le 7e, le 8e. 7e, 8e, et puis également un bout du 3e, ça va être difficile pour la REM de la garder, mais il y a des possibilités réelles, compte tenu d'un truc, c'est qu'effectivement, on a beaucoup parlé de la gauche, mais effectivement, on est sur une gauche qui est en train de dire, voilà, je veux de la radicalité à chaque fois. Même le PS, hier, disait, voilà, on revient vers la radicalité. Dans un électorat qui est centriste, avec un électorat de droite aussi, qui peut avoir peur de Jean-Luc Mélenchon, donc vouloir faire un vote barrage à Jean-Luc Mélenchon, dans un certain nombre de choses où, pareil, la gauche a du mal à s'adresser au centre-gauche. Si vous regardez, la gauche, elle ne s'adresse jamais à un électorat qui est très gros chez Macron, qui est le centre-gauche, qui sont des anciens électeurs socialistes, qui sont à part pour dire que c'est des traîtres, à part pour dire qu'ils ont renié, mais ils n'arrivent jamais à s'adresser à cet électorat-là. Et cet électorat-là, il est très présent à Lyon, il est très présent dans la métropole. Donc il y a un gros risque, effectivement, pour la NUPES d'avoir quelques difficultés. Mais la 3e est gagnable pour la gauche. Effectivement, la gauche devrait garder la 2e. On ne sait toujours pas d'ailleurs si Génération Écologie a signé le pacte. Ça y est, c'est fait. C'est fait parce qu'il devait faire voter... Hubert Julien Laferrière est candidat, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Il y a la possibilité... LFI soutient Laferrière, l'ancien dauphin de Gérard Collomb. Voilà, enfin, il y a un certain nombre de circonscriptions qui sont là, mais il y a effectivement cette possibilité de gain, effectivement, dans la circo Tarare-Écully. Donc, je ne pense pas qu'on va renouveler les 12, mais effectivement, ce ne serait pas déconnant de se retrouver à 7, 8, et c'est déjà pas mal quand même. Bon, en tout cas, on n'a toujours pas les candidats officiels investis. Oui, ça tardouille. Hein. Romain Mels, des informations sur des candidats Gérard Collomb, estampillés Gérard Collomb ou pas? Ah non, vous avez raison, il a laissé planer cette menace. J'y ai cru un peu moi-même, mais effectivement, l'idée de la revanche, il était tellement furieux contre Thomas Rudigoz, notamment, et puis Anne Bruniera, qu'il allait le jour où, où le président de la République lui remettait sa Légion d'honneur, le 8 mars, il allait négocier qu'on dézingue ces gens-là. Alors, il y a toujours un fonctionnement... Vous n'y croyez pas, hein? Moi, vous l'avez dit sur Twitter. Moi, je n'y crois pas une seconde, parce qu'en fait, il y a plusieurs éléments. Si on doit parler effectivement des clans internes à la majorité présidentielle, il y a différentes choses. Il y a effectivement une mainmise qui est effectivement très forte des anciens, enfin des amis de David Kimmelfeld, sur La République En Marche. C'est-à-dire du Rhône, c'est-à-dire qu'effectivement, la quasi-totalité, enfin la totalité des circonscriptions lyonnaises, elle pourrait leur revenir, une grosse partie des circonscriptions de banlieue également. Après, il y a effectivement le clan Gérard Collomb, mais il est un pied dedans, un pied dehors. Quand ils sont venus au meeting, ils sont venus tous ensemble. Quand ils sont venus au dernier meeting de Macron, puis ils sont repartis manger tous ensemble dans un coin. C'est aussi un peu ce que font d'ailleurs les amis de David Kimmelfeld à certains moments. Il y a le rôle du MoDem, avec des embrouilles dans la circonscription d'Anissa Keder, où François-Xavier Pénicaud semble vouloir supplanter la députée LREM, François-Xavier Pénicaud du MoDem. Il y a Fouzia Bouzerda qui a décidé donc de ne pas partir dans la 3e circonscription, où elle aurait pu être investie à la place de Sarah Payon, peut-être, dans des négociations MoDem-LREM, mais qui a préféré sauter le pas pour aller plutôt aux élections municipales directement. Ouais. Mais il y a quand même une tentation du MoDem de demander quand même des circonscriptions
au moins peut-être celle de la seconde circonscription, même si c'est pas clair, un coup il la demande, un coup il la demande pas, enfin voilà. Effectivement, c'est pas clair. Et puis il y a Horizon, effectivement, qui veut peser. Alors il y a effectivement cette 8e circonscription où un candidat Horizon pourrait aller. Il y a la Villeurbanne, la 4e circonscription où on sent très très fort que notre ami élu du 6e arrondissement, dont le nom vient de m'échapper. Non, notre ami. C'est qui notre ami Ibn Elma? Non, mais c'est tous nos amis. Non, il y a des gens, c'est pas nos amis. Non, mais pas le RN. Non, mais je veux dire, bon, il y a le président d'Horizon de la métropole qui a. Ah, Marco Goyard. Merci, Marco Goyard. Ah, mais oui, c'est notre ami, lui. Qui a absolument envie d'y aller. Non, mais on n'a pas d'amis particuliers, c'est une manière de parler. Ok, parce que moi, bon. Marco Goyard, Anne Brunard sont tous nos amis. Et tout, c'est pas vrai. Bah, c'est pas non plus le grand amour quoi, avec eux. Oui. Quand on les croise, c'est pas genre. Oui. Allez, je vous propose d'en terminer là avec notre dernier sujet, parce qu'il nous reste assez peu de temps. Ah oui. La droite, l'extrême droite, les Républicains ont des candidats investis depuis l'automne dernier dans les 14 circonscriptions, avec une seule députée sortante, Nathalie Serre, dans la 8e, puisque Bernard Perru, lui, ne se représentera pas dans le Beaujolais. Il y a pas mal de maires LR en lice, Saint-Priest, Lyon 6e, Rieux, Pierre-Bénite, Toussieux. C'est la députation ou la mort du parti au niveau local? Pour LR? Oui. Mort, je ne sais pas. Après, celui qui est le plus en capacité d'aller gagner un siège, c'est sans doute Alexandre Vincendet. Ce qu'on voit, c'est qu'il fait un choix, beaucoup l'annonçaient, du côté de l'REM. On dit que l'REM n'en a pas voulu. Je ne sais pas. J'ai l'impression plutôt qu'il a plutôt été en cohérence, qu'il a la conviction qu'il ne peut exister que par son propre poids personnel. Et qu'il n'y avait pas d'avenir en se ralliant. Je pense aussi qu'il fait l'analyse que LREM n'aurait pas intérêt à enlever l'investiture à Anissa Keder. On a beaucoup dit qu'elle était débutante, qu'elle a eu du mal, etc. N'empêche que c'est une femme, qu'une députée. Modem qui va envoyer quelqu'un d'autre, c'est pas sûr qu'il soit plus brillant qu'Anissa Keder, en l'occurrence, dans la 7e. Ça lui fera plaisir. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait de plus qu'elle? François Xavier Je sais pas. Il était président du Modem, du Rhône. Oui, il est. Qu'est-ce qu'il fait Ça vous fait rire? Non, mais c'est la pique qui me fait rire. C'est jamais si facile que ça de désinvestir quelqu'un. Oui, absolument. Surtout Anissa Keder. Je suis pas en train de défendre qui que ce soit. J'étais juste amusé par la pique. Et donc, ce que fait, on parlait de Vincent Day. Le pari qu'il fait, lui, c'est qu'il peut être élu presque sur son nom, LR, et être mais en faisant une campagne en fait très Macron-compatible. Ce qui est, à mon avis, un créneau plutôt intelligent pour cette circonscription, qui peut être gagnant, et on imagine que derrière, il sera peut-être toujours à LR si LR survit, mais dans une logique plus constructive. Non, mais ils vont pas mourir là, localement, la droite, parce qu'on voit bien que le PS a fait 1,74 au niveau national, au présidentiel, et ils sont pas du tout morts localement, eux. Donc la droite va perdre horriblement ses élections. Ils ont que 8 militants à Villeurbanne. Oui. Mais ils ont Sandrine Brunel. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense pas qu'LR soit mort déjà parce que nos amis de LR, parce que j'ai dit qu'on avait nos amis à droite, mais non, mais quand je dis nos amis, c'est une manière de parler. Vraiment. Non, il faut dire il y a des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas dans la politique. Le sujet, c'est pas d'aimer LREM, la gauche, la droite, c'est pas le sujet. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'LR soit mort parce qu'ils ont déjà un gros réseau de maires. Tout simplement, avec, en plus, généralement, quand ils ont la mairie, ils ont des, je sais pas comment on dit, mais ils ont des sections, LR qui sont relativement dynamiques. Il y a un parti quand même qui, au niveau du Rhône, fonctionne réellement. Oui, au niveau députation, c'est très très probable qu'ils risquent d'avoir 1 ou 0 député, donc effectivement, c'est pas terrible. Mais au niveau municipal, ils ont pris Bron et ils sont décidés à la garder solidement. Ils ont Rieux, qui avait été gagné en triangulaire. Tout le monde avait dit que Vincent Day allait se faire balayer. Il est resté. Ils ont eu, je vais pas vous faire toutes les communes de l'ancien. La vraie question, finalement, c'est à LR, c'est que va faire Laurent Wauquiez? Voilà. Eux, ils réfléchissent en termes de région. Non, ils réfléchissent en pas seulement, mais Laurent Wauquiez, c'est quand même assez surprenant qu'il soit aussi peu visible. Enfin, il a été très peu visible en campagne présidentielle. Parce qu'il ne veut pas être associé à des embrouilles comme ça. Il ne veut pas être associé à des défaites. Ça va être une défaite. Mais à force de passer son tour à chaque grande campagne nationale, il peut aussi s'effacer progressivement de la scène nationale. Si vous prenez certaines projections, il y a des fois où ils se retrouvent quasiment rayés de la carte nationale au niveau de l'Assemblée nationale. En Corrèze, à Montluçon, ils vont y arriver. Ils ont un réseau de maires qui est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment remporté les dernières municipales, ce qui pose la question d'ailleurs globale qu'on posait pour la France insoumise. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est comme au Canada, où des fois vous avez des partis locaux pour les élections locales,
à Montréal, dans des coins comme ça, et puis des partis fédéraux pour les élections nationales. Et c'est ce qui commence à arriver en France. C'est le cas pour la FI qui n'a pas d'implantation locale, pour le RN qui a peu d'implantation locale, pour également LREM qui s'est raté sur les élections locales. Et par contre, dans les élections nationales, effectivement, ces partis fonctionnent très bien. LR, c'est pareil, ça devient de plus en plus comme le PS, un parti local. PS, ils ont aussi fait des municipales bien avec Montpellier. Comme le Parti radical en son temps. Oui, ça commence à être comme ça, effectivement. On n'a pas parlé du Parti radical de gauche qui a l'intention de... Oui, ben, ils ont l'intention de présenter un candidat à Villeurbanne. Et ça va tout changer. Allez, on arrive au terme de l'émission. Il nous reste du coup pas de temps pour parler de Reconquête ou du Rassemblement national. Nos amis. Qui vont présenter des candidats... dire nos amis. Qui vont présenter des candidats un peu partout, qui vont peut-être s'effacer devant l'autre, etc. Ça, on le saura dans les prochains jours. Est-ce que, en quelques mots, chacun va me dire s'ils ont la possibilité de gagner ou pas une circonscription, peut-être le Beaujolais où ils avaient fait des scores importants. Romain, Mels? Non, je ne crois pas que ça va se passer comme ça cette année. Romain Blachier? Ils vont faire des scores Quelques mots, peut-être plus importants dans certaines communes UP grâce à l'appui de Reconquête, qui n'existait pas forcément, mais je ne pense pas qu'ils aient un député. Et Raphaël? Il faudrait qu'il y ait une vague qui se crée, donc qui suscite un intérêt pendant la campagne, et pour l'instant, c'est pas parti pour. C'était le mot de la fin. C'est la fin de notre émission. Vous allez retrouver ces prochaines semaines des débats consacrés aux élections législatives. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une bonne journée.